Benjamin, ça fait à peu près un mois que je travaille avec toi. Déjà? Déjà, ça va vite, ça va vite. Fait que le montage, la réalisation, la captation, tout ça. Mais derrière tout ça, je vois beaucoup de commentaires, je vois des vlogs qu'on a déjà fait, je vois du contenu qu'on a déjà fait. Donc, je m'interrogeais à savoir de la radio étudiante à aujourd'hui. Ça a été quoi ton parcours? Comment ça a évolué entre, justement, un projet étudiant à, t'es rendu à engager quelqu'un puis faire grossir l'entreprise? Effectivement, c'était un projet de radio étudiante au début. Ça a commencé à l'Université Laval. Ça s'appelait 7 jours sur Terre directement. Mais comment ça a commencé? C'est parce que j'étais à l'Université d'Ottawa dans un cours de communication. C'est là que j'ai commencé mon parcours universitaire. Puis le prof, un de nos profs, que je me souviens encore aujourd'hui, il a été à l'Université Laval par après. En fait, je le nommerai pas, mais il nous disait à l'époque, il y en a pas un ici qui va avoir une job de journaliste. Aussi simple que ça, en partant. En partant. Parce que, il dit, écoutez, vous êtes dans un milieu, on est en 2014. Il dit, on s'en va dans une crise des médias. Les médias ont de moins en moins de revenus, de moins en moins de possibilités, d'opportunités. Si vous voulez vous faire engager, c'était ça son message, dans le fond. Vous pouvez pas juste avoir un diplôme. C'était surtout ce qu'il voulait nous lancer. De dire, regarde, il y en a 350 ici dans la classe aujourd'hui. Il n'y a pas 350 postes qui vont être créés, puis il y a 10 autres universités comme nous autres au Québec qui vont faire exactement ce genre de promotion-là. Donc, son idée était tout à fait valide, puis il voulait nous choquer à dire, allez chercher de l'expérience ailleurs. Allez chercher des compétences. Il faut vraiment faire dépasser sa tête du lot. Fait que moi, comment je l'ai interprété à ce moment-là, on s'entend, j'étais déjà un gros fan de politique. Ça faisait déjà des années que c'était vraiment mon dada. C'est la raison pour laquelle j'étais à Ottawa. Je me disais, je me rapprochais de la chose. Je me disais que le cégep m'intéressait pas particulièrement. Je voyais ça comme du français, des maths pendant encore 2 ans de plus. Mm-hmm. Puis moi, j'allais faire sciences humaines, en plus. Fait que c'est sûr, le programme technique, le cégep, ça peut être hyper pertinent, mais sciences humaines, pour quelqu'un qui s'en allait en com, j'avais l'impression de juste rallonger mon parcours. Fait que, rendu là-bas, j'ai pris son message vraiment au mot parce que je me suis mis à écrire avec le Huffington Post. En fait, c'est un prof de l'Université Laval qui m'a aidé beaucoup là-dessus. Il m'a dit être au bon endroit au bon moment, de l'Université d'Ottawa, pardon, qui me dit, j'avais soumis un travail en Sciences Po, puis il me dit, je te mets 100%, là, félicitations, mais c'est donc ben bon, faudrait que tu publies ça quelque part. Okay. C'est pas normal que tu sois juste le laisser dormir comme ça. Puis il m'avait convoqué dans son bureau pour me dire ça. Puis moi, ça m'avait extrêmement flatté, mais à un moment, t'as pas 50 options. Publier dans le journal étudiant de l'Université d'Ottawa, il y a vraiment, pour moi, c'était pas évident. Puis il m'a recommandé le Huffington Post en me disant, écoute, je connais le rédacteur en chef, je connais la personne qui fait l'attribution des textes, je pense que c'était Patrick White à l'époque. Puis il dit, fait qu'on va arranger quelque chose, puis tu vas être capable de publier ton texte là-bas. Puis j'ai eu beaucoup de feedback là-dessus. Énormément de feedback. Du monde de ma famille aussi qui disait, hey, félicitations! Je vois pas que c'est une contribution bénévole, tu sais, d'un article. Non, mais tu parais à quelque part, ton nom est là, fait que c'est là que ça a commencé au niveau public, mettons. Ouais. J'avais fait un peu de TV quand j'étais jeune, un peu de télévision quand j'étais jeune parce que je faisais l'animation d'un spectacle jeunesse. Puis j'avais vraiment adoré ça. C'est un primaire en spectacle. C'est un peu la version primaire de secondaire. Ça part de loin, ok. Là, on joue du triangle, puis du temps. Du xylophone. Non, c'était vraiment cool. Puis en fait, c'était un show d'art de variété. Fait que j'animais ce spectacle-là. Puis il y avait un producteur de télévision dans la salle qui avait appelé à la maison après puis qui avait demandé à ma mère il voudrait-tu faire de la télévision l'an prochain? Est-ce que quelque chose qui l'intéresserait? Puis moi, naturellement, écoute, j'étais hyper enthousiaste à l'idée. Fait que ça avait été ma première expérience avec audio, vidéo, tout ça. Puis ça s'appelait « Sois jeune et tais-toi ». C'était des entrevues avec des personnalités locales, surtout de la région du Kamouraska. Puis j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris. Je pense que ça m'a pris beaucoup de temps avant de constater l'impact que ça a eu dans ma vie. Pour moi, tu étais jeune, c'est une expérience comme une autre. Mais être aussi jeune à la télé, c'est quand même... La TV communautaire, mais oui. Mais quand même, tu sais, c'est des expériences qui sont pas offertes à tout le monde. C'est un parcours qui est atypique. Non, je suis extrêmement reconnaissant de ça. Comme je te dis, aujourd'hui, rétrospectivement, je peux te l'identifier comme étant des points tournants qui m'ont amené vers, au bout de la ligne, la carrière que j'ai aujourd'hui. Parce que ça a commencé comme ça. Ensuite, quand donc 2-3 années après, tu arrives au secondaire, là, je savais que je voulais faire quelque chose en lien avec la com. Je savais que la politique, ça me faisait triper. L'art oratoire, j'avais un gros intérêt aussi. Donc, bref,
avance rapide, fin du secondaire. Là, je savais que j'allais en quelque chose avec la politique, quelque chose avec la com. Ça avait été ma passion avec le sport, etc. Tout mon secondaire. Donc, arrivé à l'université, je me disais, regarde, c'est ça, cégep. Je voyais un peu le potentiel limité. Puis j'étais parti très tôt de la maison. Je suis parti à 14 ans de la maison. Donc, ça faisait déjà un moment que j'habitais plus chez mes parents. L'idée d'y retourner pour aller au cégep, c'était extrême. C'était repoussant pour moi. Tu sais, quand t'as connu ton autonomie, ta liberté, ça me tentait absolument pas. Fait que tant qu'à déjà être parti, tu t'es dit, pourquoi pas explorer d'autres options? C'est surtout que mon père habitait juste à côté du cégep. Fait que ça collait mon bluff. Mon père disait, non, si tu vas au cégep, t'habites ici, c'est con, paye pas un appart, ça n'a aucun sens. Et donc, si j'étais pour aller au cégep dans un appart, fallait que je paye mon appart. Fallait que j'assume mon épicerie, mes ressources. Et je me suis dit, quand t'as ça? Là, je me suis mis à chercher pour l'endroit le plus loin possible où je pourrais retourner tout seul. Et tu sais, je présente ça comme si c'était comme en opposition. Je m'entends super bien avec mon père. C'est ça. Clair, là, c'est mon meilleur ami à beaucoup d'égards. Maintenant, c'est juste que t'as connu l'autonomie. Je voulais voler mes propres ailes. Fait que j'ai adoré mon expérience à Ottawa, tout ça. Je suis rentré à l'université là-bas à 16 ans. Fait que j'étais le plus jeune du campus de loin. 16 ans? Ah ouais, puis normalement, en Ontario, ça rentre à quel âge? 18 en théorie. OK. En théorie. Parce que moi, je suis dans les plus jeunes de mon année. T'as un 23 septembre, si on coupe le 30. Puis de l'autre côté, t'as une année additionnelle au secondaire. OK. Puis une année de plus à l'université. Donc, c'est comme ça qu'ils vont le récupérer. Bref, fait que là, à l'Université d'Ottawa, moi, je savais clairement que je voulais faire quelque chose en Sciences Po, communication, quelque chose comme ça. Puis c'est là qu'ils nous ont comme donné l'électrochoc à nous faire comprendre ce sera pas aussi facile que vous le pensez. Journaliste, puis il a bien fait de faire cette intervention-là au début parce que on a tous cette impression-là, tu navigues un peu à vue d'œil tout le long du bac, tu en ressors avec le bout de papier, puis tu vas cogner à la porte en somnambule un peu tous les médias en espérant que quelqu'un t'embauche. C'est ça l'itinéraire de carrière. Tu t'embauches un parmi tant d'autres parce que tout ce que tu as pour te débarquer, c'est la même chose que les autres. Puis à notre défense, des finissants, des étudiants, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est comme ça que ça fonctionne dans beaucoup d'industries. On s'entend avec certaines limites puis beaucoup de nuances, mais typiquement, avoir un diplôme, ça t'aide beaucoup à te placer. Dans le milieu des médias, je suis même pas sûr qu'ils regardent si tu l'as ou pas. Parce que tu sors du bac en com, t'as jamais touché un micro, t'as jamais touché une caméra, t'as jamais touché un communiqué de presse, t'as jamais été proche de fil, t'as jamais rien, t'as jamais vu une conférence de presse. Fait que t'es pas prêt à travailler dans les médias. Puis je pense que c'est ça qu'il voulait dire aussi, ce prof-là. Fait que c'est vraiment tout à son honneur de nous avoir réveillés puis de nous avoir choqués à dire, écoutez, ce sera pas assez, votre bac, ça vaut rien, allez vous chercher des expériences. Donc, Huffington Post, ça a été vraiment mon premier move côté collaboration professionnelle, officielle, même si c'était bénévole. Puis j'en ai refait. J'en ai envoyé à tous les 3 ou 4 mois sur les questions internationales, sur la Turquie, sur les États-Unis, sur les élections, puis ça m'a permis de d'améliorer ma plume aussi, puis de prendre conscience que j'avais un intérêt pour la chose internationale, qui était quelque chose que j'avais pas encore constaté à ce moment-là. Okay. Politique, oui. Politique. Histoire, la curiosité était là, mais le niveau international, c'était pas développé encore. Non, jamais. Okay. Jamais. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment à ce moment-là. On était dans une période quand même pivot. On est en 2014-2013 environ. Beaucoup de choses se passent. C'est la montée de la Chine. À ce moment-là, je me souviens de mes cours de Sciences Po, on nous décrit la montée de la Chine comme inévitable, inéluctable. C'est comme c'est terminé. Les Américains ont fini. Prochaine puissance, c'est les Chinois. Le discours s'est beaucoup nuancé depuis ce temps-là, mais au moment où on étudiait la chose, c'était fascinant de regarder comme ça les plaques tectoniques qui bougeaient. Fait que j'ai découvert un intérêt énorme pour la chose internationale. Ensuite, ben là, c'est ça. Je suis revenu au Québec. Ayant fait ma première année à Ottawa, j'étais éligible de revenir en réseau universitaire québécois. Et je suis allé en sciences politiques en me disant, there you go. C'est ça mon intérêt, c'est la Sciences Po. Puis en voyant Sciences Po, là, c'était l'inverse. Je me retournais dans la classe. Je me souviens d'un moment particulier là, que ça m'a vraiment réveillé. J'étais dans une classe d'université de Laval, ici à Québec, de Sciences Po. Puis je me retourne. Puis je regarde après 2-3 semaines là, après le début de la session. Lui, il fait du pointage pour les libéraux. Je l'ai vu l'autre fois en train de cogner aux portes dans Sainte-Foy. Ensuite, lui, il était à la table du Parti québécois ce midi. Il est impliqué avec le Parti québécois.
Lui, il était à l'Assemblée de Québec solidaire la semaine dernière, je l'ai croisé là. Elle est secrétaire pour tel député. Ce que je constatais, je trouvais ça terrifiant, parce que c'était pas en adéquation avec ce que je pensais que c'était, c'est que le bac de Sciences Po était vraiment une manière de se placer les pieds dans le circuit politique. Ouais. Puis ça m'a terrifié parce que c'est pas ça que je voulais faire. Moi, ce que je m'attendais en rentrant en Sciences Po, je sortais de la com, j'ai dit, OK, bon, la com, tout ça, ça m'intéresse, mais la politique, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. De ce que j'ai vu là-dedans, je voudrais utiliser ça sur la pole. En va pas, je constate, non, c'est là que les gens ont le moins de nuances. Je m'attendais à avoir des gens sophistiqués, moins partisans, moins militants, un peu plus... moins impliqué dans le combat politique, puis plus dans l'analyse, dans la réflexion, puis dans l'exercice académique derrière ça. Puis c'est ça m'a tellement déçu de voir que non, c'était vraiment juste un peu comme la com est un moyen pour beaucoup de prendre un bac, puis de rentrer, lire les nouvelles, peu importe lesquelles, météo, sport, peu importe, tant que je suis à la caméra. Il y en a beaucoup que c'était ça. T'avais la même chose un peu en sciences politiques. Puis là, c'est plus toxique encore, là. Il y en a qui c'est non seulement mets-moi en caméra, donne-moi du pouvoir, s'il te plaît. Ouais. Parce que ça veut vite après, là. Ouais. Ça, je te dis, là, ça, c'était terrifiant, pas d'autre manière de le dire. Fait que ça m'a un peu, j'ai eu un reality check, par rapport à la science politique, puis à l'université, au milieu académique. Vraiment, j'ai été shaké à ce moment-là. Je me disais, je fais quoi d'abord? Clairement de la com, clairement Sciences Po. Fait que, bon, là, j'ai compris, oui, la politique, mais ce que je veux faire, c'est de la com sur la politique, c'est d'écrire ça. Donc, là, je suis rentré en journalisme, qui était, autrement dit, une extension de la com, puis qui était ma 3e année de bac, qui était, dans le fond, moi, je l'ai configuré comme un bac multi. Fait qu'avec diverses disciplines. Puis, là, j'avoue que j'étais plus à ma place un peu. On se rapproche un peu plus de la relation publique, communication. On se rapproche un peu plus des enjeux descriptifs de la politique elle-même. Puis, en même temps, ça m'a donné des opportunités. Parce que même logique que l'Université d'Ottawa, je voyais que j'avais pas d'amis. C'est surtout ça le point, honnêtement. C'est ça qui m'a mis sur la bonne direction. J'avais pas d'amis parce que là, mets-toi dans le contexte. Il n'y avait pas d'affinité parce que tu viens d'arriver. C'est ça. Puis je suis plus jeune que tout le monde, tout le temps. Puis pas juste un peu à coup de... Là, surtout quand j'arrive à l'université au Québec, puis j'étais à ma 2e année d'université à 17 ans. Je suis tout seul. Là, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit d'aller nulle part, j'ai pas le droit d'aller à l'initiation. C'est comme... C'est vraiment weird comme expérience. C'est l'envers de la médaille, là, parce que oui, t'as accès au parcours académique plus tôt, mais t'as pas accès à la vie sociale puis à l'intégration. Tu fais pas partie de la gang. Puis au début, t'es un peu amer de ça, t'es un peu même rancunier. C'est comme, écoute, tu te sens rejeté. Puis après, avec le recul, je le constate. Pourquoi je suis pas le même gars aujourd'hui à 28 que je l'étais à 25? Puis à 25, j'étais pas le même gars que je l'étais à 19. Non. Fait que probablement que le gars de 22, qui est moi-même, se serait pas entendu avec le gars de 17 à l'université. Puis il aurait vraiment pas eu d'intérêt commun, d'affinité, puis on se serait pas tenus ensemble. Donc, mes premières années d'université, j'étais un peu à part à cause de ça. Fait que pour me faire des amis, littéralement, pour sortir, puis à un moment donné, je dis, écoute, je suis ici à Québec. Parce que t'es un gars de gang, t'es un gars de sport, puis de hockey. Tous mes amis de mon âge sont encore au cégep, sont ailleurs, il y a personne à l'université encore. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. J'ai toujours été dans les sports, tu le dis bien. J'étais un gars de gang, je sortais de pension, j'habitais avec 4 de mes chums. Fait qu'après ça, de me ramasser à Québec tout seul, puis aussi pas d'horizon professionnel. Là, tu viens chercher un peu ce quoi que ça va être. Fait que pour me faire des amis, je m'en vais à la radio étudiante de l'Université Laval. Pas pour me faire des amis. Non, mais pour socialiser. Trouver pour socialiser, c'est ça. Oui. Je le présente un peu drabe, c'est pas si pire quand même. J'étais bien quand même. Des amis. C'est ça. Non, moi, je suis un gars pour socialiser puis agrandir mes cercles sociaux, si on veut me faire des connexions à Laval, que je trouvais que c'était problématique de pas en avoir. Ben, puis à la radio, ça fit avec ce que tu as étudié, puis il devait y avoir du monde de tes cours, justement. Exact. Puis là, ils font un appel. T'as d'affinité dans le cours, mais là, t'as une occasion de la créer, peut-être. C'est ça. C'était un appel public sur Facebook, si je me souviens bien, page Facebook de la radio étudiante qui dit « On cherche des bénévoles, si jamais ça vous tente, blablabla. » Fait que j'y vais, je propose ma candidature pour ce qu'on appelle la table d'hôte. C'est un concept extraordinaire. Je pense que ça existe encore à l'Université Laval. L'idée, c'est de dire, à tous les midis, il
font une émission d'1 heure, 1 heure et demie sur l'actualité du jour. Tu sais, une émission de radio du midi, météo, affaires internationales, etc. Mais à chaque midi, chaque jour, c'est une équipe différente. OK. Fait que si c'est toi qui fais les mardis, t'es là juste le mardi, mais à tous les mardis. Si t'es là jeudi, c'est toi qui fais le jeudi. Ce que ça te permet, pour eux, évidemment, c'est de pas trop dépendre d'une équipe de bénévoles qui pourrait être proche un peu, des fois. T'as pas de contrôle là-dessus. Ou pas fiable, ou peu importe. Puis de notre côté, comme étudiant, puis comme quelqu'un qui commence dans le secteur, ben, c'est de t'habituer avec des outils que t'as jamais utilisés, Ouais. de te pratiquer à la radio, la voix, etc. Puis de pas que ce soit trop demandant. Que tu tournes après 3 semaines, puis que t'en as déjà plein ton casque, parce que les examens s'en viennent une fois par semaine. Ça se glissait bien dans l'horaire. Ça se glisse super bien, ça revient assez vite que t'as hâte. Donc, ça a super bien été. En fait, après ma première émission entrevue, qui font comme tester, es-tu vraiment bon, pour voir, avant de te lancer dans l'équipe de bénévoles, ils te placent sur une table ronde avec des habitués, des gens qui en font toutes les semaines, Okay. puis qu'eux autres, ils vont être capables de te rattraper, disons, si c'est pas terrible ce que tu fais. Et après ma première entrevue, je me souviens encore du gars Philippe Couture, d'ailleurs, qui est encore un excellent ami aujourd'hui, qui travaille ici dans Radio à Québec. Il enlève son casque, il me regarde, puis il fait « Tabarnak, mon gars! » Il dit « Il faut absolument que tu t'inscrives au jeu de la communication avec nous. » Moi, à ce moment-là, quand je t'ai dit, je viens un peu de l'extérieur, j'ai 17 ans, je sais que c'est une affaire... tu sais, c'est très convoité dans le bac de com. Je sais que les gens courent après ça, les jeux de la communication, jeux du droit, etc. C'est toujours des affaires très en demande. Et je me dis, ouais, je retourne chez nous. Je me dis, je suis content de pouvoir faire de la radio Ben, c'est ça, il t'avait pris, là. Tant mieux du compliment. Avec ce succès-là, ça a bien été. Exact. Il me dit la semaine prochaine. Puis il me réécrit le lendemain pour me dire, non, j'étais sérieux, là. Il faut absolument que tu ailles faire l'audition. On a besoin d'un gars comme toi. On est en place de l'oratoire, radio. C'est toutes des épreuves dans les jeux de la communication. Radio, il y avait à ce moment-là émission de nouvelles, il y avait à ce moment-là art oratoire, il y avait gestion de crise. Tous des trucs qui sont tellement utiles. Mm-hmm. Puis t'es coaché pendant toute l'année par des professionnels, par des experts qui viennent t'aider à représenter l'université dans cette discipline-là contre les autres universités du Québec et de l'Ontario dans certains cas. Fait que ouais, non, c'est vraiment cool. C'est une expérience incroyable. Puis moi, ben écoute, il me dit non, vas-y, il nous reste une place dans les entrevues aujourd'hui, je veux que tu y ailles. Fait que vraiment de son impulsion à lui, entièrement parce qu'il a décidé de me tanner, puis j'étais gêné de pas y aller rendu là. J'y vais, c'est près de chez moi. Puis écoute, ça va relativement bien. Je pense à une entrevue de débat. C'est ça, c'était la discipline débat. Que c'était, donc on te soumet une idée, on prend l'autre, puis essaye de débattre de telle idée, puis de me convaincre. Puis moi, ben ça, je suis pas pire là-dedans. Donc, ça va bien aussi. Puis en sortant, écoute, là, je me fais confirmer sur l'équipe, ça a vraiment été le point de départ. Parce que là, je me mets à faire de la radio étudiante sur une base récurrente avec cette gang-là. Ouais. Je me fais plein de connexions à l'Université Laval dans des domaines extrêmement critiques. Je me fais coacher dans des disciplines que j'utilise encore aujourd'hui par des professionnels qui me corrigent la diction, qui me corrigent l'accent, qui me corrigent, écoute, la mélodie, rédaction, puis écriture, puis lecture de discours, puis débat, tout ça. C'est vraiment aussi un truc de présentation, de comment c'est pitché, de comment c'est livré. Fait que ça m'a énormément aidé. Mais surtout, à cause que je faisais de la radio étudiante, avec cette gang-là, qu'on était à l'aise, arrive la fin de la première session, il me dit, écoute, on est en train de regarder pour des projets, là, pour la prochaine session de radio. Si tu as quelque chose à soumettre, viens me voir, puis propose-moi une idée. Je réfléchis avec des collègues de l'Université Laval. On arrive avec le concept 7 jours sur Terre, qui est une émission de radio étudiante avec vraiment un focus sur les affaires internationales. Moi, je suis en com à ce moment-là, comme journalisme. Eux sont en relations internationales, à la maîtrise. Oh. Fait qu'on est très compatibles dans nos intérêts, mais pas dans nos ambitions professionnelles puis dans nos visées pour le projet. Puis je vais être très clair, je m'entendais super bien avec ces gens-là, mais on n'avait pas la même visée professionnelle parce que eux, leur prérogative, c'était d'avoir un produit. Ça pouvait être niché, ça n'avait pas vraiment d'importance, c'était de le prendre, le montrer au prof, c'est de l'avoir sur son curriculum. Moi, j'essaie de rentrer dans le monde de la communication professionnelle avec ça, des médias. Fait que moi, c'est un exercice médiatique, professionnel.
Eux, c'était plus un exercice académique, un AB d'une certaine manière, juste pour le plaisir. Fait que là-dessus, on a senti assez vite là, qu'on n'avait pas les mêmes ambitions sur le long terme pour ce projet spécifique. Moi, je voulais l'amener très loin. 7 jours sur Terre, je trouvais ça vraiment cool. Je voulais amener ça plus loin. Je voyais qu'on avait un bon produit. Puis, une des manières de le montrer, parce que ça me décourageait, là, tu fais de la radio étudiante à Chiz, à radio à Laval, il n'y a personne qui écoute ça. Ouais, ça, c'est l'autre point, là. C'est pas Écoute, très commercial. Tu rentres, tu fais 1h30, il n'y a aucun feedback, il y a peut-être 40 personnes qui écoutent ça. J'exagère, là, ça doit être dans les centaines, j'imagine, peut-être même des milliers, mais t'as aucun feedback. Et ça me fâchait. Parce que je trouvais que c'était bon. Fait que j'attendais un peu, on va rentrer des caméras dans le studio. On va prendre des petites caméras là que j'ai achetées parce que puis étudiant, crois-moi, ça c'est un investissement que je me souviens encore aujourd'hui, d'acheter 3 ou 4 caméras, je m'en souviens plus, pour avoir des images de l'enregistrement qu'on pourrait mettre sur les réseaux sociaux puis montrer, c'est ça, 7 jours sur Terre. Un petit segment de 2 minutes, juste de l'émission, donner un vibe à peu près. Puis pour le sortir de la radio étudiante, pour lui donner un envol, puis le faire connaître ailleurs. Puis à ce moment-là, Facebook, les vidéos, ça marchait vraiment. Ben oui. C'était l'époque parfaite. Fait qu'on met ça sur Facebook, puis après, écoute, 3-4 jours, je commençais genre des feedbacks du monde qui me croise à l'université. C'est bon ce que tu fais à la radio, j'ai vu ça l'autre fois. Puis là, je commence à parler avec eux. J'ai pas dit j'ai entendu ça, là, j'ai vu ça. C'est ça. En parlant avec eux autres, tu réalises que le seul bout qu'ils ont vu, c'est le 2 minutes que tu as publié. Puis bon, on peut le prendre négativement. Moi, je l'ai vu positivement en me disant, il y a clairement un levier là-dessus qu'on n'a pas activé encore. Il y a clairement de quoi qu'on peut faire pour aller chercher plus de gens, puis pas nécessairement une question d'exposure puis de visibilité, autant qu'une question de transmettre le message. C'est une image vaut 1000 mots. Moi, je voyais le potentiel de ça aussi. Parce que là, on avait juste des caméras qui nous filment dans le studio. Quand tu fais de l'intégration graphique, que tu montes des articles, que tu montes des cartes, que tu montes des images des gens dont tu parles, ça commence à aider beaucoup à comprendre. Fait que moi, je voyais, écoutez, il faut absolument qu'on fasse de cette émission radio-là une émission vidéo. Il faut qu'on filme l'émission au complet. Maintenant, bon, on commence à faire ça 2-3 fois dans le studio de radio. C'est pas bien configuré pour ça. C'est un studio de radio, c'est gros comme un garde-robe, c'est tout petit. Donc, moi, je me dis, on va louer une salle à l'université. On va la réserver à toutes les semaines. On va en faire notre studio, mettre de l'équipement là, acheter notre propre équipement, nos propres micros, les fils, consoles, etc. Installer quelque chose de permanent. Moi, je vois, ça n'a aucun sens. Là. Tu veux amener des caméras, ton émission commence à midi. Il y a de la radio en ce moment. Là, là ça finit à 59. Là, puis tu rentres, t'as pas le temps de monter. Fait que si je voyais les frictions de ça, que ça ne fonctionnerait pas, je me disais, on va faire un local. On l'a fait. Puis, quand j'ai fini par le faire, à mes frais, écoute, on parle quand même encore une fois d'un investissement considérable et de louer la salle à chaque semaine, qui était parfaite, vraiment fantastique. Puis après la première émission, un de mes collègues me dit « Ouais, c'est vraiment cool, mais je pense que j'aime mieux ça dans le studio de Chiz. » Dans le studio de... On peut-tu retourner dans le studio de Chiz? Et là, je suis confus, mais visiblement confus, puis qui est comme « Ah non, mais excuse, c'est que je savais qu'on allait faire ça, là. » Moi, je suis comme « On en a parlé, tu sais, qu'on allait faire ça, vous étiez tous d'accord? » Là, moi, tu fais l'investissement, tu te vires d'abord, puis non, finalement, on laissait faire, là. Là, j'étais très confus de cette décision-là, qui me dit « Écoute, oh ouais, je suis d'accord que c'est ça qu'il fallait faire, absolument, mais dans 5 ans, là. » Et là, ça a été, écoute, quand c'est un canon moment dans ma vie, là, un moment vraiment déterminant, c'est que là, en une fraction de seconde, ça m'a frappé de réaliser comme, on n'a vraiment pas la même vision pour ça. La phrase qui m'a rentré, c'est « Mais vous voyez encore faire de la radio à Chiz dans 5 ans? » Ouais. C'est ça qui m'a... Puis là, je veux pas le dire avec mes... Mais là, moi, dans ma tête, c'est ça. C'était une mission professionnelle pour aller plus loin, pour éventuellement faire ce projet-là, développe, tu regardes pour comment qu'on peut l'amener. Puis là, on me disait, non, on va faire de la radio à... Donc lui, il dit ça. S'il n'y a pas vraiment le projet 7 jours sur Terre de l'émission de radio, c'était vraiment encore... C'était autre chose. On fait de la radio, c'est correct, puis ça va être ça. Puis... Mais toi, tu avais vraiment de l'ambition pour ça. C'est ce moment-là, dans le fond, qui a tout changé. Parce que cette rupture-là, de voir... Aïe, aïe, c'est beaucoup plus profond que je pensais, comme notre écart de perception versus où on s'en va avec le projet. Puis là, écoute, moi, j'ai monté le site web. Là, je suis rendu à peu près en termes d'investissement, de temps, d'énergie, peut-être rendu dans du 4 pour 1.
que je tire beaucoup ce projet-là par en avant, puis ils en sont très reconnaissants. Eux autres sont dans un programme beaucoup plus exigeant. Moi, je suis en com, c'est plus mon côté. Tu sais, construire le projet, c'est beaucoup plus mon dada, si on veut, à ce moment-là, que le côté analytique. Donc, ça fonctionne un moment, mais à partir du moment où la rupture apparaît, là, écoute, je comprends que c'est mieux si vous partez avec votre projet de votre côté. Lancez votre propre affaire. Moi, je vais lancer la mienne. Je vais partir avec 7 jours sur Terre. Je vais faire le projet que je veux faire avec ça. Puis c'est ce qui s'est produit. Eux ont lancé autre chose qui s'appelait Horizon Stratégique. Moi, j'ai parti avec 7 jours sur Terre. Puis là, à ce moment-là, j'étais tout seul. Fait qu'il y a eu une période d'à peu près 3 semaines, 1 mois, après cette rupture-là, où je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Je fais une émission radio que je filme. Là, mon plan change beaucoup. Ouais, parce que t'es tout seul à décider, là. L'orientation t'appartient 100%. Là, je dis, bon, de toute façon, on va faire des vidéos pour vrai. C'est ce que je voulais faire. On va faire le concept, je vais expliquer la guerre du Yémen, à la place d'expliquer dans 1h30, je vais l'expliquer en 7 minutes. À ce moment-là, on est sur Facebook. La prérogative Facebook, c'est puncher, viralité, distribution. Fait que c'est vraiment à travers de cette disons, aventure radio-étudiante que j'en viens à la conclusion que les vidéos sont importantes. Fait que là, dans le local de l'Université Laval, avec le cellulaire de ma blonde au début, parce que ça sortait une meilleure image, ma blonde du moment. Je suis pas avec elle aujourd'hui, mais ça avait un meilleur cellulaire que moi, son image était parfaite. Fait que j'empruntais celle à ma blonde pour me filmer, faire les capsules de 7 jours sur Terre dans le local de l'Université Laval. C'était les capsules sur fond noir, là. C'était plus simple à tourner. Fond noir, c'est un rideau qui était déjà là. Il est encore là aujourd'hui. Quelqu'un voulait se lancer un 7 jours sur Terre, voici la formule. Puis, là, à ce moment-là, la première vidéo a relativement bien fonctionné. Pas en termes d'exposition puis de viralité, mais en termes de qu'est-ce que j'ai reçu comme feedback des gens autour de moi qui étaient comme « Ah, c'est cool, c'est vraiment bon. Tu sais, t'es sur ton X, continue là-dessus. » Deuxième. Puis à quel point, mettons, ça sortait de... Parce que quand vous filmiez dans le local au départ, c'était... Vous filmiez le show de radio. Là, c'était vraiment, t'es frontman, t'es tout seul, puis t'as l'attention tout le long, c'est ça? Ouais. OK. Puis est-ce que t'avais déjà commencé à mettre des intégrations pour faire du montage compliqué à ce moment-là, ou c'était straightforward, 7 minutes de ma face, puis go? La première vidéo est cachée, elle n'existe plus. Elle est dans une cloche de verre pour la postérité, parce que j'en ai honte, là, justement. L'audio, c'est mauvais, la vidéo, c'est mauvais, la narration est mauvaise, tout est mauvais. Ouais, c'est ta première, c'est normal. Fait que c'est ça. La première, effectivement, je me lance quand même dans du montage assez avancé, un peu dans le concept qu'on a aujourd'hui, là, avec intégration vidéo, graphique, etc. Mais quand même beaucoup plus basique. Puis je suis pas dans Adobe Premiere, je suis pas dans les logiciels c'est un logiciel Windows Movie Maker, genre un Paint pour vidéo, là, à peu près, là. Video Scribe que ça s'appelle au moment. Les gens vont rire. Fait que là, je voyais quand même l'utilité VideoScribe, ce que c'était, c'est que ça te permettait de faire des diapositives puis des projections sur l'écran très facilement, là, vraiment. Là. Fait que ça m'a permis de comprendre, OK, voici la direction dans laquelle il faut qu'on aille. Puis là, j'en fais 4 puis 5, comme ça. Des sujets, oui, un peu Québec, mais surtout concentrés sur l'international depuis notre perspective à nous autres. Où j'ai, comme par exemple, on parle de la guerre au Yémen, ça, c'en était une vidéo. On parle de Donald Trump, on parlait de Trump et de telle affaire. Après ça, je parlais de, par exemple, la Chine, tu parles de la Chine. Et là où ça s'est mis à décoller, c'est l'inverse. C'est quand j'ai commencé à intégrer une perspective plus québécoise, canadienne là-dedans. Puis c'est Justin Trudeau qui m'a fait le cadeau. Trudeau s'en va en Inde, s'habille comme un clown, fait un fou de lui. Puis, moi, j'ai fait une vidéo sur cet épisode-là. Parce que, bon, ça attire beaucoup d'attention. Mais moi, la vidéo que j'avais faite n'était pas concentrée sur « Ah, Trudeau a donc bien eu l'air con ». C'est plutôt, au-delà de ses costumes, il y avait des enjeux tellement plus graves. Trudeau avait apporté un meurtrier condamné. Il avait amené un meurtrier condamné avec sa délégation en Inde. C'était un Sikh qui avait essayé d'assassiner un ministre du gouvernement indien. Je devrais pas dire meurtrier, avait essayé de devenir meurtrier, mais avait été condamné. Puis, c'est comme si le président français venait au Québec, puis qui amenait un terroriste du FLQ avec lui. Tu comprends? Ouais. Qui allait visiter Ottawa, puis qui amenait un terroriste du FLQ. C'est plus comme ça.
Puis qu'avant d'aller à Ottawa, il allait virer à Québec, serrer des mains puis prendre des photos avant. Fait que l'Inde était en colère. Le gars s'appelait Jasper Latoile. Trudeau avait apporté Jasper Latoile, ça avait causé tout un tollé en Inde. Moi, c'est ça que j'expliquais. Les enjeux diplomatiques, puis pourquoi Trudeau faisait ça? Parce que il compétitionnait à ce moment contre Jagmeet Singh, le NPD, qui était mené par un Sikh. Trudeau essayait de gagner les votes de la communauté sikh, donc il se déguisait en sikh, parce que l'audience, c'était pas l'audience indienne, c'était l'audience domestique au Canada, l'audience locale. Ça, c'est tous les dessous de ce que les médias mainstream faisaient juste. Pas parlé. Gars, il danse, puis il est habillé, puis c'est ça la nouvelle pour eux autres. C'est exactement ça. Okay. Fait que cette vidéo-là a vraiment décollé sur les réseaux sociaux, parce que les gens étaient comme, bon, vous voyez, c'est ça l'histoire ici. Oui, c'est stupide ce que Trudeau, mais c'est encore plus stupide que vous pensez. C'est essentiellement ça là, que les gens avaient comme réaction. Puis, moi, ce que ça m'a dit, c'est, OK, faut que j'ai quand même un angle qui connecte avec les gens au Québec, au Canada. Faut quand même que ton audience se reconnaisse dans le produit. Fait qu'après ça, je me suis concentré un peu plus sur des produits québécois, canadiens. La suivante, elle c'est sur Bombardier. Ça a super bien fonctionné aussi. Bombardier était beaucoup les nouvelles à ce moment-là. On expliquait c'était quoi les problèmes un peu, dans quelle direction ça allait, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. Ensuite, je pense une autre question internationale où là, on touchait plus à la France, etc. Fait qu'on les a empilés les unes après les autres, vraiment avec une perspective plus Québec, pour ensuite évoluer vers des produits historiques. Où là, moi, ce que je constatais, c'est qu'à un moment donné, tu parles du Québec, du Canada, mais c'est ça qui intéresse. Fait une capsule sur, je sais plus trop quelle histoire incroyable de l'histoire du Québec. Et là, ça décolle pas à peu près. C'est un bon format pour les réseaux sociaux, vraiment. Là, le 7 à 8 minutes. Puis à ce moment-là, t'as déjà commencé YouTube ou t'es encore... Pas encore. OK. Facebook est vraiment juste Facebook qui propulsait... Ouais, puis ça aurait pas marché sur YouTube, ces produits-là. Puis ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est aussi une des raisons qui a défini la nature du contenu en partant. Comme je te le dis là, ça a été une réaction un peu à la réaction du public. Ouais. De voir que, OK, il y a plus de traction ici, j'ai changé un peu mon orientation, mais moi, depuis le début, ce que je tripais, c'est l'international. Depuis le départ, ce que je voulais faire, c'était de l'international. Donc, ça a toujours été un peu un compromis où là, j'allais faire des trucs un peu plus sur le Québec pour permettre d'intéresser sur ces enjeux-là. Mais ça restait 7 jours sur Terre. Fait à mesure où ça a progressé, là, ce que je constatais sur Facebook, il fallait être court. Puis il fallait absolument que ça rebondisse entre les gens. Ça, c'était le potentiel viral. C'est comment tu voyais quelque chose sur ton fil d'actualité. C'était pas Facebook qui le recommandait à ce moment-là. Ça a changé beaucoup à travers les années. C'était vraiment les partages, puis tu l'as vu sur le mur de quelqu'un, puis... Lequel de tes amis a aimé quoi? Lequel a commenté quoi? Fait que on n'avait pas le choix que ça bounce, que ça rebondisse au Québec, entre les gens. Puis là, l'important, il fallait que ce soit partagé. Fait que cours. La prérogative de Facebook, c'est quoi? Lui, il te vend un fil. Il y a peut-être, je sais pas, tu déroules, voyons ça comme une roulette, peut-être 10 mètres de Facebook par jour, 20 mètres, 40 mètres, peu importe la distance, la dimension, il faut qu'il alloue ces publications-là. Lui, c'est comme une enchère. Fait qu'il prend les meilleurs, puis il remplit pour toi, en fonction de ce que tu veux voir. Il alloue son real estate, son immobilier sur l'endroit que lui marchande. Fait que quand tu arrives avec une petite publication courte, punchée, qui fonctionne bien, qui se partage, Facebook fait « good ». Il va la placer à tout le monde. Si tu arrives avec une vidéo qui dure 24 minutes, qu'il n'y a pas de réaction, lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris 24 minutes puis qui arrête de descendre. Ouais. Ils te mettent pas de publicité pendant la vidéo, pas à ce moment-là. Je pense qu'on commence aujourd'hui. Ils te mettent publicité entre les publications. Son intérêt, Facebook, c'est que tu restes sur la plateforme et tu scrolles le plus souvent possible. Fait que nous autres, il fallait qu'on s'adapte à ça. Qu'on produise court, tight, punché, viral. Là, on en fait, écoute, 40, 50. Facebook, je sais, j'avance très rapidement là, sur 7 jours sur Terre, l'époque Facebook, parce que ça a été très long, beaucoup de capsules comme ça. C'est vraiment ça qui nous a positionnés au Québec. Ensuite arrive la pandémie. Là, on se positionne un peu plus vers YouTube, vers l'international, parce que ce qu'on voyait, c'était que Facebook est en train de mourir. La pandémie a introduit à Facebook vraiment là, des restrictions algorithmiques difficiles à comprendre. Puis je veux pas que ce soit vu comme de la censure ou quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais été censuré, ni sur YouTube, ni sur Facebook. Ça m'est jamais arrivé. Mais c'était rendu impossible de comprendre qu'est-ce qui se passait. Tu veux publier une vidéo, c'était compliqué. Tout était compliqué. Puis moi, je pense que c'était un peu
en réaction au fait qu'il était stressé à ce temps avec le contenu vidéo, il pouvait pas tout vérifier, c'était plus difficile probablement pour les modérateurs de checker tout ça. Mais il y avait aussi un élément purement commercial, de dire c'était pas dans leur intérêt d'avoir des vidéos depuis le début. Fait que là, c'était rendu, Facebook te faisait comprendre très clairement que t'étais pas au bon endroit. C'était pas la maison pour les créateurs de vidéos. Okay. Just face it, essentiellement. Donc, on a commencé tranquillement là, à sentir que ça sentait pas bon à Facebook. On a déplacé notre contenu existant vers YouTube. Aucune traction. On a commencé à faire notre contenu sur Facebook et sur YouTube. Et là, graduellement, notre audience YouTube a dépassé notre audience existante sur Facebook. Fait que tu avais trouvé le bon médium. C'est tranquillement qu'on s'est mis à s'adapter à partir de ce moment-là parce que YouTube, on revient aux incentives commerciaux. Lui, son incentive, sa motivation, sa prérogative, c'est que tu passes le plus de temps sur la plateforme. Mais comment il te met sa publicité? Pas entre les publications. Il te la met dans la publication, pendant la vidéo. Lui, son intérêt, c'est que tu restes pendant 40 minutes sur la vidéo puis tu touches plus à rien et que tu regardes les 7 publicités qui ont positionné là-dedans. Son intérêt, c'est donc de te donner un produit le plus long possible qui va garder ton attention, des affaires nichées spécifiquement pour toi, puis encore plus. Qu'est-ce qui fait que tu vois devant toi ce que tu as devant toi? C'est l'algorithme. C'est des recommandations basées sur ton contenu passé. Donc là, ça change complètement la game du référencement. Soudainement, on n'a plus besoin de faire des trucs mainstream qui plaisent au grand public, qui sont très vulgarisés, qui permettent de comprendre. On parle vraiment du plus bas dénominateur commun. Ouais. Là, soudainement, on peut passer à des trucs très sophistiqués, poussés, nichés, des deep dives dans l'actualité, dans la géopolitique, dans des trucs beaucoup plus complexes, techniques, scientifiques, philosophiques. Et là, soudainement, YouTube dit « Wait. Peut-être que ce gars-là pourrait être intéressé par ça. » Et il lui donne. Parce que c'est dans son intérêt que lui, attends, t'as 38 minutes, je pense que ça pourrait être bon avec lui. Fait que YouTube a créé le contenu de 7 jours sur Terre. Carrément. De par sa nature algorithmique qui encourage le contenu spécifique, niché, etc. C'est vraiment, ça n'a été uniquement possible que par YouTube. Ta question tantôt est super pertinente. On va dire comment ça s'est passé, le passage Facebook-YouTube. C'était organique, mais c'était nécessaire, tu sais. C'est ça qui a fait aujourd'hui qu'on fait ce qu'on fait. Je comprends que ça a commencé par les commentaires des gens. Après ça a été les restrictions soit de ton équipe ou du projet en général. Puis après ça, les restrictions qui ont formé ton contenu puis qui t'ont orienté, c'était par rapport à ce que Facebook puis YouTube voulaient pousser dans le fond. Fait que toi, t'as juste suivi le flow. Suivi le flow. Carrément. Tu t'es adapté puis ça a fini que t'as réussi à publier ce que toi, tu voulais vraiment parce que t'as été sur la bonne plateforme avec les bonnes étapes. Ça, tu vois, comme parce que faire ton contenu de 38 minutes ou d'1 heure dès le départ sur YouTube, ça n'a jamais marché. Ça aurait pas marché. C'est un drôle de full circle, là. Parce que tu pars de la radio étudiante à faire du contenu archi niché, sophistiqué, avancé, technique, que t'es comme « Ah, ça y est bon, mais personne n'en regarde. » Pour passer par toute l'espèce de chemin de croix où tu fais pas vraiment ce qui te tente, puisque pour les prérogatives algorithmiques, pour ensuite revenir dans « Wow, c'est exactement ça, j'aurais rêvé depuis le départ. » D'avoir un contenu qui est vraiment plus, justement, spécifique, sophistiqué, avancé, technique. C'est pas comme meilleur contenu, non. C'est vraiment juste quelque chose de plus niché. Où je peux aller plus loin dans ce que moi je veux parler. Si tu fais une capsule de 8 minutes, tu marches sur l'eau, là. Tu rentres même pas dans... Ton orteil rentre même pas dans passer la surface. C'est très superficiel. C'est très en amont. Quand tu travailles avec quelque chose de 30-35 minutes, je sais que vous allez me dire c'est trop long, tout ça. Mais moi, c'est la seule manière que je peux faire ce que je veux. Où je peux vraiment expliquer le contexte, comment on est arrivé là, l'histoire incroyable qu'il y a là, aller dans les détails, le mettre narrativement punché. Puis, c'est là qu'on le voit. Moi, depuis le départ, parce qu'une émission de radio, ça ferait mon plaisir, là. Tout l'angle, musique, montage, production, etc., mélodie, c'est vraiment juste un artefact du fait que je veux que ça se rende aux gens. Puis que c'est ça qui permet que les gens le comprennent, le trouvent bon, puis reviennent la prochaine fois. Si c'était juste de moi, j'aurais une émission de radio, comme on le fait à Revue de presse avec les membres. Je parlerais sans éclat, si on veut, pendant 1h30, très technique, sur un sujet. Pas de script, pas rien. Mais écoute, au bout de la ligne, je sers à quoi, tiens?
Je leur apprendre ces concepts-là, quand il faut se rendre utile dans la vie. Ouais. Mon utilité, c'est de prendre ces affaires hyper complexes, puis d'essayer de les déployer pour des gens que ça intéresse, mais qui ne savent pas, puis que ça n'a jamais été expliqué de la bonne manière, puis que... Le meilleur exemple que je prends, c'est comme si on allait voir une partie de hockey ensemble, puis tu n'as jamais vu une partie de hockey. Ça fait des mois que je te parle à quel point c'est un beau sport, c'est intense, c'est physique, c'est rapide, c'est émotif, c'est vraiment, tu vas aimer ça. La glace là-dessus, les bruits sont... OK? Attends, les bagarres, tu vas voir. Puis je t'amène à une partie de hockey pee-wee. Avec des jeunes de 12 ans, 11 ans qui tombent par terre, puis qui ont pas de force, puis qui ont... C'est lent. Tu vas me regarder, tu vas dire, mais voyons, ça m'intéresse pas, le hockey. Dans quel monde tu vis? Si je t'amène à une partie de la Ligue nationale ou du championnat du monde, puis que tu vois les meilleurs, et que tu vois tu vis la meilleure expérience de ce que je te décris, c'est la même chose avec la géopole. Là, tu regardes un segment de 2 minutes, 3 minutes à la télévision, pis t'es comme, relations internationales, la fille s'en fout, le gars s'en fout, le script a été écrit par quelqu'un qui s'en fout, peut-être même généré par AI, il reste en surface. Je peux pas t'en vouloir de me dire, c'est plate, là, OK? Ouais. Si je veux que t'aimes ça, ben c'est ça. Fais-moi, là, montre-moi l'histoire au complet, le contexte, montre-moi tout le récit. Et wow, bon, je pensais que ça m'intéressait pas. Ben non, c'est intéressant. Ben, puis non seulement tu as cette formule-là maintenant, mais en plus, c'est qu'en le faisant de semaine en semaine, avec la revue de presse pour les membres exclusifs, mais non, tu fais pas juste les mettre en contexte une fois. Après ça, de semaine en semaine, t'expliques le contexte, tu l'avances, tu l'approfondis. Ouais. Tu mets en relation des choses qui, dans la tête de ben du monde, ne sont même pas. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça explose aussi, là. Ben, c'est comme je te dis, j'ai l'impression que les gens veulent juste qu'on leur donne les points de données. Puis tant que tu te mets pas dans le chemin, puis que tu fais l'exercice de manière intègre, puis de manière rigoureuse, puis écoutez, moi c'est vraiment comme ça que je le présente. J'ai trouvé une histoire incroyable. Ça fait 7 mois, arrêtez, quelques semaines que je travaille en recherche là-dessus, que je m'y intéresse, que je l'approfondis, puis je fais juste découvrir à quel point c'est de plus en plus incroyable chaque jour. Maintenant, je compile tout ça, je lis ça, je dis, mais quelle histoire! Première chose que tu as envie de faire, c'est de la raconter à ton frère, puis à ta blonde, puis aux gens autour de toi, puis à mon père. Ça, hey, j'ai vu de quoi récemment, telle histoire, blablabla, tu sais pas ce qui s'est passé, et t'as hâte de partager ça avec quelqu'un, c'est ton enthousiasme. Comme quelqu'un qui aime le sport va te raconter quelque chose d'incroyable qu'il a vu, t'as pas vu ce qui s'est passé au dernier Grand Prix, ou... Si ça le fascine, ça va être intéressant pour moi. Ouais. Fait que c'est le même principe. Moi, je fascine sur une histoire pendant quelques semaines, quelques mois, et j'ai juste hâte de la partager avec le plus de gens possible. Fait que 7 jours sur Terre devient juste, tout le reste devient juste comme un instrument qui permet de transmettre ça, qui est ma passion. Fait que les revues de presse, c'est une manière de le déployer le plus directement, le plus rapidement possible, mais je le sais que je fais des compromis. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, c'est meilleur quand tu mets de la musique. Mais je pense que tu as le meilleur des deux mondes, en fait, parce que tu as l'opportunité de réagir à chaque semaine puis d'expliquer des contextes. Puis après ça, ben, tu as l'opportunité de faire carrément des chefs-d'œuvre, de quoi qui est réfléchi, qui est écrit, qui est bien travaillé. Puis là, ben, on peut faire les deux. Ce qui m'amène à justement ce qu'on entend souvent sur 7 jours sur Terre. Puis je le comprends à 200%, c'est comme il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, il devrait en avoir tout le temps. Il devrait en avoir 2 par semaine, 2 revues de presse par semaine, au moins une vidéo par mois. Puis honnêtement, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. C'est encore une fois un résultat de la manière de travailler puis du contenu que moi je veux créer. J'aime ça, les vidéos de 35-40 minutes, parce que je trouve que c'est le meilleur exercice pour passer à travers d'un enjeu au complet. J'aime ça, le montage narratif. J'aime ça. Tu sais, ici, on est à quoi, là? Ça fait... J'ai 12 minutes de fait, 12 minutes 30. Pour une séquence d'à peu près, écoute, 38 minutes que j'ai à faire. Ça fait 4 jours, je suis là-dessus. Fait que la réalité, c'est que j'en ai encore pour au moins, je sais pas, 5 à 6 jours pour monter 12 minutes environ. Fait que oui, c'est long, c'est dur, mais je pense que ça vaut la peine. Puis à chaque fois que les gens me parlent d'un document, ils sont comme « Hey, c'est bon ce que vous faites, le montage, j'aime ça comment tu amènes les sujets, j'aime ça comment tu racontes l'histoire. » Je me dis, tu sais, c'est facile de dire « J'en veux plus de 7 jours sur Terre »,
Mais on voit pas l'effort incroyable qu'il y a de l'autre côté pour livrer ça. C'est un peu pour ça qu'on fait les vidéos qu'on fait là aussi. On donne accès aux gens à l'envers du décor, aux coulisses, puis pour qu'ils comprennent l'effort qu'on met là-dedans, puis le résultat. Ouais. Mais il sort pas de... c'est ça. Tu sais, on met pas ça dans un AI, puis ça se fait, puis bye, là, c'est réglé. Non, je veux pas faire ça. C'est ça la grosse mésentente qui est comme... Tu sais, quand tu vois le récit depuis le début, là, s'il y a une leçon, c'est comme, je suis fasciné par ce que je fais. J'aime ça, puis je veux en parler, puis tout le reste, c'est comme un accessoire me permettant de faire ça. Fait que l'idée, moi, de rentrer le matin, puis de somnambuler un texte pour après ça l'enregistrer puis le faire monter puis pour claquer 50 ou 100 ou 200 000 vues de plus puis m'auto-taper dans le dos puis faire un petit peu plus d'argent, ça veut rien dire pour moi. Ça a comme pas d'intérêt. C'est pas pour ça que je fais ça. C'est parce que je fais pas ça comme ça que j'ai pu l'amener à ce niveau-là. Exact. Fait que puis la proposition est comme toute basée, puis ça me fait de la peine, honnêtement, parce que moi, c'est un gros sacrifice. Ben oui, je pourrais faire ça. Ben oui, je pourrais m'asseoir puis justement te phone in une vidéo une fois de temps en temps avec un AI qui écrit le tiers du texte, puis absolument, ça serait plus payant. C'est ça qui m'enrage quand les gens suggèrent, puis il y a beaucoup de ça, comme quoi c'est comme... Je fais tout ça pour l'argent. Je fais tout ça parce que, là, 7 jours sur temps, on fait plus de vidéos parce que, comme si c'était pas payant d'en faire. C'est l'inverse. Hein. Ça, je veux qu'on... Mais tu le sais, on ferait beaucoup plus d'argent si on sortait une vidéo à toutes les semaines. Puis qu'on pluguait des sponsors. Puis la liste de sponsors, elle finit plus. On en a tout le temps 5 ou 6 qui attendent pour être sur... Et qu'on a de booker pendant 7 mois, 8 mois, 1 an. On n'est pas capable de capter toute la demande publicitaire. C'est vrai pour les petits, c'est vrai pour les gros. Fait que c'est ça que ça me fait de la peine, que les gens vont suggérer après, c'est parce qu'il veut juste de l'argent qu'il ne fait pas de vidéo. La prémisse ne tient pas, tu sais. On en ferait beaucoup plus, puis l'entreprise, c'est sûr, mais oui, vous avez absolument raison, ça serait 20 fois plus gros probablement si on en faisait une à toutes les semaines. Mais moi, être plus gros, ça n'a jamais été le point de mon entreprise, ça n'a jamais été le but de ma carrière, ça n'a jamais été d'avoir... Si ce que je voulais... c'était 100 000 visionnements de plus pour être heureux, j'en sortirais une à toutes les semaines une vidéo. Si j'avais besoin de ça dans ma vie, tu sais, je partirais pas pendant 1 an, j'arrêterais pas 4 mois. Ça revient carrément à ce qu'on disait dans l'autre vlog, c'est que pour, mettons, le documentaire que tu vas faire sur l'Empire américain, tout ton objectif, c'est qu'il y ait 50, 500 ou 5000 personnes qui le voient, puis que si ces gens-là se promènent avec cette information-là, dans le monde puis qu'il si ça a un impact positif sur leur vie, c'est incroyable. Ah ouais. C'est ça ta paye là. Exact. Parce que c'est la raison pour laquelle tu fais des sacrifices sur ce genre de contenu là pour réussir à faire vraiment la qualité puis avec les motivations que t'as. Ouais. Je t'ai bien cerné. Oui, absolument. Puis c'est ce qui me laisse un peu, je veux pas dire triste, mais un peu des fois en deux teintes là-dessus, c'est que c'est un exercice très ingrat. Que c'est juste le temps que ça prend. C'est juste le temps que ça prend. Là, on se parle, par exemple, tu sais, il y a un projet. Tu es très bien au courant de ce projet-là, comme le Congo. Ouais. On a travaillé très fort sur le Congo. Là. Maintenant, moi, j'ai jamais été au Congo. Si quelqu'un veut faire un documentaire sur le Québec, c'est un Polonais, un Français, un Sénégalais, God, il est mieux de connaître René Lévesque. Puis il est mieux de connaître Godin. Puis il est mieux de connaître Vigneault. Puis il est mieux de connaître les référents de la culture. Puis il est mieux de savoir qui on est. Puis d'avoir passé du temps là-dessus, puis de savoir c'est où Chicoutimi, puis de savoir comment ça s'inscrit dans... Fait que là, mettons qu'on se lance aujourd'hui dans un documentaire, qu'on dit on fait pas le Congo, on fait le Sénégal. J'ai jamais été au Sénégal, l'as-tu déjà été? Je connais absolument rien du Sénégal. Moi non plus. Ça, c'est le gros malentendu dans beaucoup de l'audience versus la perception, comme si j'étais Dieu qui marche sur l'eau, puis qui sait tout sur tout le temps. Je sais rien. Je suis un singe. Je suis juste curieux. C'est ça qui fait que c'est bon, c'est que j'ai l'humilité de savoir que je connais rien. Puis qu'il faut que je commence de zéro. Ouais. Puis que je peux certainement pas juste aller lire 3-4 articles puis vous écrire quelque chose puis résumer de ma perspective depuis une chaise en cuir au Québec. Ça n'a aucun sens. Fait que le moindre des services, si on se dit on se lance ensemble puis on va parler du Sénégal, on n'a jamais été, on n'a aucune idée c'est qui, on n'a aucune idée c'est quoi qui se passe là, c'est quoi c'est qui le président, premier ministre, le régime politique. Qu'est-ce qu'on fait? On se donne combien de temps, là, juste pour lire sur le pays? 2 jours? Pas assez. Une semaine? Dans une semaine, tu vas voir. On se donne 2 semaines?
Là, après ça, attends, là. Il faut que tu crées l'histoire, le récit, de quoi on parle. Là, tu as juste compris c'est quoi le pays. Tu as juste fait une mise en scène. Tu as juste une idée c'est quoi les territoires, c'est où que c'est positionné, les voisins, c'est quoi la démographie, l'économie. Là, tu as juste une idée générale après une semaine, 2 semaines. Là. C'est pas assez. Là, après ça, il faut écrire un script là-dessus. On se donne combien de temps pour rédiger un script d'une émission de 35-40 minutes? Une semaine? 2 semaines? C'est 15 pages. C'est facilement un bon mois de rédaction là, pour qu'il soit tight. Là. J'ai jamais réussi à rentrer plus qu'un demi-paragraphe en une journée, tu sais. Parce que chaque mot doit être vérifié, sourcé. Il faut que tu ailles chercher la preuve, l'image qui le démontre. Les gens peuvent pas juste te prendre au mot. Systématiquement, ce que je dis, il faut que je le mette à l'écran. Fait que, là, une fois qu'on l'a scripté, good. On a 50 minutes de montage ou 35 minutes de montage à faire. La règle, de manière générale, c'est 3 heures de montage par minute de documentaire. OK, là, on a 100 heures de montage à faire. Combien de temps je me donne pour faire ça? Une semaine? 2 semaines? Ouais, je comprends que dans le modèle le plus compressé possible... Mettons, mais ce scénario-là, mettons qu'on part de 0 sur t'arrives à un sujet projet d'1 mois et demi, 2 mois. Là. Dans le minimum. Dans le minimum. Dans le minimum, puis ça, tu fais pas juste 5 jours semaine, il faut que tu fasses ton 6 jours, puis il faut que tu... Exact. Là, là-dessus, c'est ça. Là, là-dessus, la revue de presse additionnellement. Puis, dans tout ça, exact. Là, j'ai 4 jours semaine que je peux mettre là-dessus. Je travaille 6 jours semaine. Le samedi, c'est ma journée de congé. Le dimanche, je prépare la revue de presse. Qu'on enregistre, qu'on tourne le lundi. Fait qu'il me reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi, essentiellement. Fait que ça, jusqu'à maintenant, là, je fais mon possible pour que ça sorte, guys. Mais je veux pas sortir n'importe quoi. Je veux pas avoir je veux pas être connu comme le gars, justement, qui phone it in. Moi, ça me dérange pas. Qui me dit, ils en sortent jamais. Mais quand ils en sortent, qu'est-ce que c'est bon? Je préfère bien plus ça que de me dire, ben oui, c'est un YouTuber, puis on sort à tous les 4 jours, 5 jours, une semaine, et qu'on l'oublie entièrement. Puis les projets que le monde me parle, systématiquement, ça me croise à l'épicerie, ça me croise dans des commerces divers pour me dire, hey, va t'affaire sur Kadhafi, sur la France-Afrique, sur l'Arabie Saoudite, sur le système financier, c'est incroyable, quel effort monumental. Je m'en souviens encore aujourd'hui, puis je retourne le voir. On me parle jamais d'une vidéo de 16-17 minutes bancale qu'on a fait rapidement, phone it in. Une chance qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas un livre qui s'écrit en un mois. Il n'y a pas un film qui est tourné, monté, réalisé, scripté par une seule personne en dedans de 3 mois. Là. Non. C'est impossible. Faut que tu donnes du temps pour que ça soit de la qualité. Je me compare pas là, un grand réalisateur. C'est pas ça que je suis en train de dire pantoute, là, mais je veux la métaphore. Ce serait comme dire à Spielberg, il est bien bon, il fait qu'un film à tous les 3 ans. C'est exactement ça. C'est le temps que ça prend. C'est triste de même. C'est de développer l'histoire, de la comprendre, de bien le faire, d'attacher ça avec... C'est long, c'est compliqué, puis on fait notre possible. Fait que ça me fait de la peine quand que les gens interprètent cette démarche-là comme une démarche mercantile puis capitaliste. Puis qui est clairement pas le cas. Qui est comme l'inverse totalement. C'est un compromis énorme. Quel crime. Je serais déjà millionnaire si j'en sortais une à chaque semaine. On serait pas basé on serait en haut de la tour là-bas, on serait, Fait que l'idée, c'est ça, moi, ça me blesse. Quand c'est suggéré comme, on sait bien que depuis que son studio, il se roule comme il s'appelle Scrooge McDuck dans de l'argent, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il y a quoi que ce soit, on a redoublé d'efforts, mais la nature du contenu, ça, je suis d'accord. Les gens qui vont observer, voyons, le délai entre chaque doc s'allonge tout le temps. Ben oui, c'est exactement ce que je viens de dire là. C'est que les projets deviennent de plus en plus ambitieux tout le temps. Le Congo, les gens ne le savent pas, là. Là, on en parle là pour la première fois, à part les membres exclusifs. Le Congo, le projet, qu'est-ce que c'était? C'était d'aller sur place. Avec le M23, on a coordonné avec le M23 pour rentrer dans les zones libérées, les zones occupées par le M23, pendant qu'eux étaient en guerre avec la République démocratique du Congo, puis que le conflit était vraiment, si on veut, dans son paroxysme des dernières années, on a travaillé extrêmement fort là-dessus, là, pendant des semaines, là, parce que, c'est ça. Moi, ce que je voyais, c'est que c'est quoi la prochaine étape pour nos documentaires? Aller sur place, aller faire du journalisme de terrain, aller parler avec les intervenants, aller voir le président Kagame. Avoir des images du vrai monde, puis de qu'est-ce qui se passe pour vrai, là, pas juste... on vous dit qu'il faut naviguer à travers la propagande, puis à travers les billets médiatiques, et écoute, on va put your money where your mouth is, puis on va y aller nous autres mêmes, puis produire l'information. Fait que ça, moi, je voyais que c'est l'horizon pour 7 jours sur Terre à terme.
le Congo, une opportunité exceptionnelle. Maintenant, ben, tu sais, combien de travail, combien de ressources, d'heures, d'énergie qui ont été mis là-dessus pour finalement que ça s'effondre en raison de facteurs complètement dehors de notre contrôle, de facteurs logistiques sur le terrain, en raison de facteurs politiques, de comment la situation évolue. Écoute, là, c'est de coordonner avec un fixeur, c'est de coordonner avec les logis, avec hôtels, déplacements, etc. Les ambassades. L'AMA, notre recherchiste en chef, a mis un effort énorme avec les ambassades, oui, avec la présidence, avec les gens du M23 directement. Écoute, ça a été mes semaines pendant 3 mois, ça, là, presque là, 2 mois, là. Mais on n'en a jamais parlé. Fait que ça, les gens le voient pas. Puis il y en a combien d'autres des projets comme ça? Il y en a plusieurs. Parce qu'avec le processus qu'on décrit là, puis tantôt, puis normalement, tu peux pas en lancer un à la fois. Il serait sorti en 2025. Là. Il serait sorti, à travers, déjà sorti là. On serait au Congo depuis 15 jours. Fait que c'est ça. Pourquoi les délais s'allongent? Ben, c'est que moi, ce que je veux, c'est pas rapetisser les délais. C'est même pas une mesure que je compte comme importante dans ma tête. Je dis, ouais, mais là, ça fait 5 mois que t'as... Je sais pas quoi... C'est comme un boxeur qui a un combat tous les 4-5 mois, là. Mon objectif, moi, c'est de produire quelque chose de gros, puis de mettre du temps, puis de l'énergie. Puis c'est que cette histoire-là, je veux te la livrer le mieux possible. La notion selon laquelle c'est problématique que ça prenne plus de temps et non moins, je suis pas d'accord avec ça, vraiment pas. Donc le Congo, écoute, c'est un autre des exemples. Que ce que je veux faire, c'est aller plus loin dans nos docks. Puis naturellement, le résultat de ça, c'est que les délais s'allongent. Puis que de temps en temps, il va y avoir un 4 mois puis un 5 mois. Ce qui est poche, c'est que on en vient un peu à présumer de... Tu sais, j'ai comme pas on donne pas la chance aux coureurs. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Ouais. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas vu Benjamin. Il doit être en train de préparer quelque chose. À la place, on n'a pas vu Benjamin depuis 4 mois. Quelle espèce de... Ça me fait de la peine, parce qu'au bout de la ligne, tu comprends, c'est juste pas en adéquation avec qui je suis, puis pourquoi je le fais, puis qu'est-ce que je fais. Si tu me disais, t'es un ci, un ça, une espèce de souverainiste de « Yes, I am, sir. Je vais vivre avec qui je suis. » Mais ça, c'est juste une reproche qui... C'est pas vrai. Fait que moi, je m'excuse, pour vrai. Je comprends absolument. Je le comprends. Que certains qui tripent sur ce produit-là disent, ben, il devrait en avoir plus. Je comprends. Comme que moi, mon frère tripe sur Star Wars, puis il aurait aimé ça qui sortait Star Wars toutes les années encore aujourd'hui. Il va en avoir plus. Puis c'est pour ça qu'il va en avoir plus. Parce que on concentre nos ressources vers des bons produits. Parce que vous êtes confiant quand vous cliquez sur quelque chose de 7 jours sur Terre. On a fait le travail, puis on a livré quelque chose d'aussi loin on pouvait aller. Parle du Congo, parle de la Libye, parle de n'importe quoi. Je peux-tu y aller? Ça me prend-tu un mois de plus pour y aller? Je suis qui pour dire, OK, ben, j'y vais pas, là, ça va prendre un mois de plus. Faut que je fasse une vidéo de plus pour claquer un sponsor. Fait que c'est ça, je comprends pas qu'on me critique de ça. Comme quoi, ce serait comme moi c'est l'inverse. C'est parce qu'on fait un effort additionnel pour s'imposer des rigueurs journalistiques complètement folles, des fois, que même d'autres médias ne respectent pas. Qu'on en vient à avoir des contraintes additionnelles. Fait que, non, 7 jours sur Terre, comme c'est là, oui, j'aimerais ça qu'on en sorte plus. Pas pour faire plaisir au monde. Non, juste parce qu'on va être plus rodé puis qu'on va... Juste parce que j'aime ça, ce que je fais. J'aimerais ça en faire plus. Puis quand j'arrive sur un sujet, puis que ça fait 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois que je suis sur un sujet, j'ai déjà hâte de passer au prochain, qui m'excite déjà, puis que je suis déjà en train de suivre puis de préparer. Fait que oui, j'aimerais s'en sortir plus. Ouais, ben avec tout ce qui se passe, c'est dur justement de focuser puis de garder, OK, on fait juste lui, mais là, tu sais, on a déjà d'autres projets qui sont en cours, on en a qu'on sait qu'on va faire plus tard, mais là, il faut se concentrer sur en sortir un à la fois. T'sais. Ouais, exactement. Ouais. Puis là, ben exact, là, il arrive une situation comme on vient de pouvoir passer là. Moi, ça fait quelques semaines, quelques mois même, que je suis sur le documentaire sur les États-Unis. La guerre apparaît au Moyen-Orient. Et là, il y a encore une dualité là-dessus, ou des gens qui se fient sur 7 jours sur Terre pour arriver à quelque chose. Moi, je le sais en partant. Là. On parle du cycle. Là. Mettons que tu élimines entièrement la portion recherche. On comprend l'Iran, c'est un dossier, ça fait des mois que je couvre, je sais de quoi je parle.
OK, c'est un des rares. Il y en a quelques-uns comme ça quand même, que oui, tu comprends puis tu suis au quotidien. Tu comprends pas les 191 pays un après l'autre. L'Iran, OK, on élimine la recherche, contextuelle, puis on s'en tient plus à la recherche éditoriale. Tu fais pas quelque chose avant un mois pareil, là? Avant 3 semaines pareil, là? Fait que de traiter des événements, c'est ça, traiter des événements de l'actualité, ça a ses limites. Et on se retourne de côté ensuite, 1 an, 2 ans après, ça n'a plus d'intérêt. Tandis que nos gros dossiers, quand on fait quelque chose comme sur le Congo, par exemple, qu'on livre ça, 2 ans, 3 ans après, ça a encore sa valeur. Ouais. Les points qui ont été abordés sont tout à fait valides. On a pris beaucoup de recul. On n'a pas traité ça avec ça sur le bout du nez en se dépêchant. C'est ça qui arrive aussi là, avec les vidéos qui sortent à tous les jours. Fait que, d'ailleurs, c'est ça que ça a chaque jour sur Terre. C'est à prendre acte du fait que 7 jours sur Terre ne sort pas de vidéos à toutes les semaines et ça ne fait même pas partie des objectifs. Et puisque c'est le cas, ça te prend, oui, un médium, une plateforme pour garder le contact avec les gens, pour communiquer, justement, comme on le fait en ce moment. Puis, contextualiser, justement, les autres. T'sais. Fait que chaque jour sur Terre, je le vois comme peut-être ce qui manque à la formule, ce genre de truc-là. Le compromis qui est pas trop un compromis. Qui est pas trop un compromis. Puis honnêtement, je pense qu'il y a un intérêt aussi, mais c'est les docs, de manière générale, le produit 7 jours sur Terre principal, vous n'accepteriez pas. J'ai un vous comme tout le monde, l'audience, toi-même, ma famille. Il n'y a pas personne qui accepterait que ça baisse en qualité. Moi, je te décris mes premières vidéos, je les regarde, j'ai honte. Je suis content d'avoir honte. Puis, j'espère donc que dans 2 ans, je vais regarder les vidéos que je fais aujourd'hui, puis avoir honte, puis cringe, puis serrer des dents, puis me dire « Ouf! Qu'on s'est amélioré. » J'aimerais pas ça me dire dans 2 ans, parce que justement, on a contracté nos prérogatives temporelles au maximum, puis qu'on est rendu à pas. Puis je regarde des vidéos qu'on faisait il y a 2 ans, je suis comme « C'était le pic 7 jours sur Terre, man. C'était le pic de mon travail. » Ça, je pourrais pas me regarder dans le miroir. Ben non. Jamais. C'est pas ce qu'on veut. Fait que... Oui, c'est beaucoup de temps. Oui, compliqué, on n'a pas assez. Je te dis, je fais mon possible, littéralement. Il va-tu en avoir plus? J'aimerais ça, mais pour être plus utile. Pas pour faire plus d'argent, pas pour faire plus de vues, pas pour faire... Je suis désolé, là-dessus, il y a comme un élément que j'ai haut. C'est très égoïste comme exercice. Je fais ça beaucoup pour moi. Je fais ça parce que j'aime ce que je fais. Fait qu'il y ait des gens à la maison qui vont voir sur 7 jours sur Terre, puis qu'il n'y a pas de vidéo, puis qui font quoi ça? Tu sais, je te dis, je vais pas changer ma manière de travailler pour ça. Je fais ça parce que j'aime ce que je fais. Si à un moment donné, je rentre au bureau puis que j'aime plus ça, parce que je suis rendu une usine à faire des vidéos, puis que je deviens un genre de Hugo Décrypte de la géopolitique, à lire en temps réel sur une tablette, qu'est-ce qui rentre, sans avoir le temps d'y réfléchir, probablement que j'aimerais pas ce que je fais. Puis que les gens que je croise auraient pas le même optimisme, puis qui seraient pas aussi contents de dire « That's my guy. Merci pour ce que tu fais, puis Colin, je suis content que tu existes, puis que tu fais le travail que tu fais. » Si je fais juste ce qui existe 50 autres, là, se rendre utile, c'est faire quelque chose d'original puis de différent. Vraiment. Fait que tu le fais pour les bonnes raisons, tu le fais pour toi, tu le fais pour que les gens aient de quoi d'intéressant, puis sur la qualité de ce contenu-là, il n'y a pas de compromis à faire. Je suis pas prêt à faire de compromis là-dessus, parce que je vais me virer de bord dans 5. Combien de temps ça va durer? Je sais pas, là. Moi, je fais 10 ans que je fais ça, là. Ça fait 10 ans que je fais ça. Puis j'aimerais ça le faire encore un autre 10. Mais il en reste 5? Je ne sais pas. Mais j'aimerais donc bien ça. Puis pour plein de facteurs, là. Ça pourrait être ma santé, ça pourrait être l'AI, ça pourrait être 1 million, ça pourrait être une bombe nucléaire, ça peut être ce que tu veux. Je peux prendre un accident en moto en m'en allant tantôt. Ça peut être n'importe quoi. Puis peu importe le temps qui me reste, j'aimerais ça que les gens qui vont regarder en rétrospective se disent c'était bon en esti. Peu importe lequel. Tout est incroyable. Puis oui, il y en a... Pas que ça soit une espèce de bibliothèque de tas de merde réfléchie en 20 minutes le matin sur ma chaise pendant que la caméra est en train d'être préparée. Je vois pas ça. C'est pas ça 7 jours sur Terre pour moi. Chaque jour sur Terre, good, we'll do that. Soyez heureux avec ça. Mais 7 jours sur Terre, on rendrait pas... Moi, vous m'avez donné les clés, dans le fond. Là. Si je prends le char, je m'en vais
lancé dans le fossé, je rends pas service à personne. Personne. Fait que ma responsabilité, c'est de le protéger, de m'assurer que tout se passe bien. Mais non, c'est sûr qu'il y en aura pas à tous les 3 mois, 2 mois. Ben, 3 mois, oui, sûrement. 2 mois, oui, sûrement. Mais pas toutes les 2 semaines. Jamais. Non. C'est sûr que c'est impossible, c'est juste incompatible. Puis là, les gens vont dire, engage plus de monde. Mais il y a juste un Benjamin. On part, puis on part tous du même point de départ. Ouais. Tu vas me dire, engage 4 Libanais, tu veux faire un projet sur le Liban. Good. Je vous le jure, je travaille avec Lama, qui est libanaise, puis elle a besoin de rechercher son propre pays. C'est normal. Je fais un dossier sur le Canada. J'ai besoin de faire de la recherche sur le Canada aussi. C'est absolument normal. Fait que là-dessus, je m'attends à ce qu'on crée d'autres produits plus qu'on modifie des produits existants. 100%. Ce que je pourrais essayer, down the line, ça je suis d'accord, c'est de les raccourcir un petit peu. Il y a moyen de faire quelque chose d'extrêmement rigoureux, de technique, puis de juste limiter le scope. De pas essayer de trop en inclure. Il y a probablement moyen de le réduire un peu. Mais encore là, Quand ça se prête. T'es lancé sur un projet de 35 minutes. C'est quoi rendu là d'en couper 8? C'est quoi que... Tu livres ce que tu as à livrer, puis documentaire sur la France-Afrique, ça dure 1 heure et quelques. Puis le Kadhafi, ça dure 1 heure et quelques. C'est ça qui a fonctionné le mieux. Fait que non, je dis 7 jours sur Terre, c'est quoi que ce soit, il faut pas que je regarde les commentaires, les données, les feedbacks, les rétroactions. La plupart du temps, les gens ont notre meilleur intérêt à cœur, mais c'est parce que je ne m'inquiète pas de ça, puis parce que je vis pas pour des visionnements, puis parce que je peux exister parfaitement heureux en dehors de tout ça, puis travailler 4 mois sur le même sujet, que c'est ce que c'est. Ouais. Fait que je suis confortable avec ça. Nice. J'ai encore plein de questions pour toi, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez aimé le contenu qu'on a fait, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la publication, partager. Eh oui, puis en passant extraordinaire, je veux juste mentionner, c'est la première fois que Guillaume fait de la caméra. Gros thumbs up à Guillaume, c'est vraiment exceptionnel. Puis jusqu'ici, tu disais 1 mois, tantôt ça fait un petit peu plus qu'1 mois. Guillaume est vraiment fantastique. Fait que grosse félicitations d'abord pour ton travail avec nous jusqu'ici. Moi, j'apprécie énormément. J'ai devant moi un gars extrêmement intelligent, impliqué, attentif. Puis je mets vraiment là de l'emphase sur impliqué. On le voit encore en ce moment. Je sens que que j'ai un partner. Puis je suis content que les gens puissent te découvrir de la même manière que moi. Ouais, parce que là, je sors vraiment de ma zone de confort. Parce que... Ça paraît zéro. Je sais pas si, en tout cas, je sais pas si ça va paraître à l'écran, mais si vous avez aimé ça, ben, écoutez, on en fera plus, puis ça va me faire plaisir d'être là, mais honnêtement, ça m'a sorti de ma zone de confort, puis j'aime ça. Ça fait changement. C'est correct, je suis un bon partner pour les entrevues. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi.